Professor Bouzidi. And actually, I think it's not a question of a tête-à-tête, but it's an important point. I wasn't arguing, obviously, that there was an Islamic democracy in the 7th century because you had elected caliphs. My point was just that if you look at Europe and if you look at the Islamic world, you cannot argue that religion is the only source of political culture, and you cannot argue that there was this, centuries or thousands of year old democratic political culture in Europe. It's very recent. And if you look back, in terms of Islamic political culture, you'll find interesting things. Namely, you'll find elected caliphs. And at the time when Europe, and as you know, Europe very much until the 19th century, had divine right kings who were not elected at all, even by a small group. So that was my point, that the religion is not the only source of political culture, and that liberal and democratic political culture in the West is also very much a new thing. But I think it's good that you made the point, makes it more interesting. But my two questions for actually both speakers would be to you. I would ask you, do you think that you read the voting in Casablanca, namely you mentioned that, the very low turnout in Casablanca as a sign of the strength of the Islamists there, and as a sign that maybe such a low turnout was a sign of that, of the success of the Islamist appeal? And also, do you think that if there is an economic crisis, if there is a serious economic crisis, this kind of popular monarchy will get into trouble? And how can you really manage that if you have the king staying there? And just to Didier Billion, I'd like to ask you, do you think in terms of Turkey, what could change the dynamics? Could this new constitution, could the veil in the universities, could maybe some attempt to replace some key military officers, could this change in some way the dynamics and lead to some kind of regression and open confrontation between these different trends in Turkey? Thank you. Thank you very much. I understand the point that you are making with regard to history. I totally agree with you. My reaction is some kind of an ideological reaction. Because there are quite a number of forces at this point which would like to flirt with the Islamists and to start thinking about the glories of the Islamic world and of the Arab world. And this is a trend that it is understandable in sense that it has started to a certain extent with the Bush administration, which tries to flirt with the moderate Islamist. So in the sense that any time that one is talking about some kind of institution, there is this kind of return to history and so forth. Now, for me, I can say it here, but I cannot say it in Morocco. I consider the Quran and the Islam as a social construct, not as a divine construct. It's an ideology which is 14 centuries old. It had to reply to some of the considerations at that time to start looking for solutions in Islam for anything that happens now or in the near future is something which is dangerous. That's why there's kind of ideological reaction to what you said. Now, with regard to the low turnout in Casablanca, the concept of reading public opinion, forecasting things in Morocco is just really, it's in the beginning. There is no possibility for arriving to something very scientific about it. As a matter of fact, even in the United States, the issue of forecasting public opinion is again very, very recent. During the elections, the presidential elections of 1945, after the death of Roosevelt, some newspaper announced already after the polls finished, were closed, that the Republican President Dewey has been elected.
It's only the day after that they discovered, no, it was President Roosevelt who won. And the reason for this is that the Chicago Sun, which ran that survey, was using the telephone directory in order to choose people for the interview. Now, in 1945, in the United States, very few people had telephones, mainly the upper class or the middle class, who were Republicans, so that reflected that. So it's very difficult really to say. However, one can advance perhaps to hypotheses at this point for the low turnout. When an American journalist asked me, it's shame that only 37% of Morocco's electors participated in the election. And I replied that it is 1% more than the average of all presidential elections in the United States, with the exception of the last two, because the turnout in the United States is 36%, generally speaking, and the president of the Republic in the United States is often elected by 16% of the electorate, which can explain quite a lot of things. Two possibilities for the low turnout. One is certainly, although the Islamist or the radical Islamist of the Justice and Charity, which is not a recognized organization, probably they might have called in the mosque for people not to participate in this. For the simple reason is that the radical Islamists don't believe in electoral process. They believe in some kind of divine selection, and that even led to the leader of the radical Islamist to forecast that King Mohammed VI will be killed in 2006. Now 2006 passed and there was no problem such things. So it is possible. However, two things might be really quite important. Is that first of all, quite a number of people have lost confidence in political parties, of all political parties, for two reasons. One is that there are too many. 33 or 36 parties, each one is really fighting for a small corner, does not really create some kind of momentum for people to understand political programs and so forth. The second thing is that people are frustrated with political parties because, first of all, most of the political parties have city-based. They are urban. It's an urban phenomenon. And people forget that there was a huge migration from rural areas to urban areas, and that people from rural areas are coming to the cities with traditional and views which are not necessarily influenced by political parties. At the time of independence in 1956, 30% of the people lived in urban areas and 70% in rural areas. Now it's 60% in the cities, 30% in rural areas. But again, the reality is that in the cities, 80% or 70% of the people are new rural people coming to the cities. So in a sense, without any political socializations, which might have been a feature in the cities in the elections of municipal election of 1960. So in a sense, it is possible to explain that. The second thing is that young people are completely alienated by the political system, and even the fact that some political parties have this kind of influence, for example, the PGD 10.9%, the Istiqlal 10.7%, the USFP and the other parties having between 5 and 7%. But the reality is that even after the election, the only interest of the political parties was to fight for political posts, ministerial posts in this current government. So people were really completely fed up with the political parties. So in a sense that, as Professor Billion mentioned, the left is in a coma. The left is in a coma everywhere because people have not come up with some kind of understanding of what is to be leftist or social democrat in the 21st century, in the age of globalization and the end of the state control of the economy and so forth. So in a sense that there is this type of frustration. Now, whether an economic crisis can be trouble, can represent trouble for the government, up to now, there is some kind of hola around Mohammed VI that people have much more trust in him than in the political parties, for example. So in a sense that they have seen, I mean, in the paper I have written for this seminar, I was mentioning that the Moroccan kings
from the first one in the year 8000 up to 1934, Moroccan kings were on their horses to make the countryside and the rural areas submit to their power. This king is seen as on his horse to open projects to deal with the poor and so forth. So in a sense, there is that kind of thing. However, the economic crisis which the third world is going to go through during the next few years is going to be very, very serious. Already, the price of grain has increased from $250 to $450 a ton. And that creates a massive problem for the budget of most of developing countries. All the raw materials have increased tremendously during the last 3 years, and they will even increase in the future. So it is possible to say that the third world, generally speaking, will confront a very serious economic crisis. Whether this is going to be reflected on the political parties, partly. So in sense, the British slogan of that the king does no harm is still prevalent in the Moroccan society, that they will blame the political parties, they will blame the local elected people, and perhaps not the king. So in sense, and especially that the only person who have a modernist agenda, not only in Morocco, but in the Arab world and the Islam world, is this current king. And that's why I mentioned the Vox Populi, that we were afraid of Hassan II, but we are afraid of this, for this king, because of the reforms that he's making. However, I can foresee a major problems, economic problems in developing countries in the near future. And see, now, if there's something that perhaps I was reflecting upon after this morning's presentations and discussions, especially about this bilateral versus multilateral approach of Europe, or if Europe and the United States toward the third world. And I think one has really to take into account the following. Any criticism coming from a government or from intergovernmental organization will be met by resistance in developing countries. First of all, there is the issue of sovereignty. People don't want to lose face, and so forth. And therefore, I'm thinking about a really different approach, which has succeeded, which is the non-governmental organizations. Amnesty International and Transparency International and Human Rights Watch have made more input in the democratization in developing countries than governments. And that's why I would say, why not really support the European Union instead of really starting being very critical to some governments, because there will be this kind of negative reaction, is really to support non-governmental organizations in Europe to fight for specific women's right, the human right, freedom of the press, more transparency, and the fight against corruption. It will be much more effective than if it is coming through bilateral and multilateral intergovernmental organizations. Je voudrais, avant de répondre à la question qui m'est directement adressée, un peu renchérir sur ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai une grande inquiétude sur les processus électoraux dans le pourtour méditerranéen et dans les pays du monde arabe. Alors, bien sûr, il y a le problème de la démocratie et nombre de pays, malheureusement, ne connaissent pas de processus électoral libre. Mais dans les cas où il y a des élections libres, et je pense très précisément au cas des territoires palestiniens, il y a eu un processus démocratique dans un cadre d'occupation qu'il faut toujours rappeler quand même, mais il y avait une myrielle d'observateurs internationaux, tous et toutes ont décrit que malgré l'occupation, il y avait eu un processus électoral satisfaisant, ce qui est d'ailleurs tout à l'honneur du peuple palestinien, parce que dans les conditions où ils vivent, il fallait pouvoir le réaliser. Et vous vous rappelez parfaitement, il n'y a pas eu un raz-de-marée du Hamas, ça c'est faux, mais
une majorité. Mais enfin, il faudra regarder aussi le système électoral, enfin, peu importe. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, le Hamas se dote d'une majorité parlementaire. Et immédiatement, enfin, quelques jours ou quelques semaines plus tard, eh bien, les États-Unis, l'Union européenne, le même jour, drôle de concomitance, ont décidé de supprimer ou de réorienter les flux financiers d'aide aux Palestiniens. Vous imaginez ce que ça peut signifier, non seulement pour les Palestiniens, déjà, bien sûr, et en premier lieu, mais nous savons que dans tout le pourtour méditerranéen, et notamment dans les pays arabes, la question palestinienne a une très forte charge symbolique. Et s'il y a un facteur unificateur, c'est encore probablement la question palestinienne. Je crains fort qu'il y ait une sorte de dégoût des processus électoraux qui se développent, non pas seulement au Maroc, parce que nous sommes, et là je suis d'accord, dans une situation particulière, parce qu'il y a eu des avancées, mais dans des pays qui sont moins avancés, ça risque d'induire des réactions de type antidémocratique et qui vont d'ailleurs être instrumentalisées par des forces antidémocratiques qui existent bien. Dans le même ordre d'idées, mais très très rapidement, quand il y a eu l'intervention américaine ou sous égide américaine contre l'Irak, vous vous rappelez qu'à l'époque, l'administration Bush et les néoconservateurs nous disaient « Vous allez voir ce que vous allez voir, nous allons installer la démocratie ». Évidemment, en Europe tout particulièrement, enfin il y avait débat en Europe pour le moins, mais en tout cas j'étais de ceux qui considèrent que jamais on ne peut apporter la démocratie dans la soute des bombardiers. Ça, c'est un non-sens en termes de méthode. Le régime de Saddam Hussein a été détruit. Et depuis, que se passe-t-il en Irak ? Et vous ne pourrez empêcher, et vous le savez bien pour ceux ou celles qui vont régulièrement au Moyen-Orient, qu'on assiste, moi j'ai assisté à des colloques, des réunions où on me disait, mais si c'est ça la démocratie, en parlant de l'Irak, alors à la limite c'était peut-être mieux avant. Je ne serais pas là pour défendre Saddam Hussein. Mais vous voyez la contradiction ? Et vous comprenez que dans le monde arabe, particulièrement, l'exemple palestinien, l'exemple irakien sont de bien mauvais exemples pour ceux qui veulent promouvoir les valeurs démocratiques. Et ça, c'est de la faute de certains pays démocratiques, et c'est gravissime pour l'avenir. Alors, pour revenir à la Turquie et la question de l'hypothétique nouvelle constitution, parce que pour l'instant, le processus est un peu gelé. Moi, je pense que la nécessité d'une nouvelle constitution est claire et nette, parce que c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure très très rapidement. La constitution actuelle en Turquie, même si elle a eu des amendements nombreux qui allaient dans le bon sens, mais c'est quand même fondamentalement l'expression de ce qui avait été voté et élaboré en 1982 à la suite du coup d'État. Donc cette constitution est antidémocratique sur plein d'aspects, mais j'ai évoqué la question du barrage électoral des 10%. C'est un exemple parmi d'autres, on pourrait les multiplier. Donc il faut la changer. Il n'y a pas d'autre solution. Si la Turquie veut se disposer dans le sens de l'approfondissement des droits démocratiques et l'exercice de ces droits, je pense que où il faut de très 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 profonds amendements, ou alors carrément, et ça sera plus simple, une nouvelle constitution. Alors là, c'est assez paradoxal que jusqu'alors, le Parti de la justice et du développement, qui voulait desserrer l'étreinte des élites étatiques kémalistes, parce que, non pas pour des raisons religieuses ou pour des raisons idéologiques ou théologiques, mais parce que c'est l'expression de nouvelles catégories sociales qui veulent se faire une place dans la société turque. Moi, j'essaye toujours de prendre l'analyse de ce Parti de la justice et du développement, non pas d'un point de vue théologique, parce que non seulement je n'en ai pas les compétences, mais j'essaye de revenir à des fondamentaux pour comprendre comment fonctionne une société, parce que dans une société, il y a des classes sociales, il y a des couches sociales, il y a des divergences d'intérêts, et le Parti de la justice et du développement ne fait pas exception à cette règle. Donc, comme expression de nouvelles catégories sociales qui cherchent avant tout
à connaître une ascension dans le tissu social turc, l'AKP a toujours voulu changer la constitution. Sauf que, fort de leur grande victoire du mois de juillet et de cette majorité confortable au Parlement, ils expliquent dès le mois d'août qu'ils vont élaborer une nouvelle constitution. Il y a même un groupe de travail qui se met en place. Et le premier élément qui apparaît publiquement du travail de ce groupe d'experts, c'est le voile. C'est-à-dire qu'en Turquie, pour rappel, il est interdit aux femmes de porter le voile dans toutes les administrations publiques et dans l'université. Et un certain nombre de dirigeants de l'AKP disent « ça, c'est antidémocratique ». Bien sûr, il ne faut à personne la possibilité d'imposer le port du voile, mais à contrario, il ne faut pas interdire, il ne faut pas qu'il y ait la possibilité d'interdire aux femmes qui le veulent, ou aux jeunes femmes, aux jeunes filles dans les universités, de porter le voile. Faire cela, c'est la pire des erreurs, ou alors il y a autre chose derrière peut-être. C'est la pire des erreurs, pourquoi ? Parce que, du point de vue de l'AKP, j'entends, qui quand même est à l'initiative, puisqu'ils ont une très large majorité. C'est la pire des erreurs parce qu'immédiatement, le camp des laïcs, camp très hétérogène, j'y insiste, pour différentes raisons, eh bien, il était un peu groggy, ce camp des laïcs, après la défaite subie au mois de juillet, puis après l'élection au mois d'août de M. Abdullah Gül à la présidence de la République, lui dont la femme est voilée, etc., etc. C'est pour ça qu'il y avait eu la crise politique au mois d'avril et de mai, pour l'empêcher d'accéder à la présidence. Il est à la présidence de la République turque. Donc le camp des laïcs était un peu groggy. Et le fait de mettre en avant la question du voile redonne de la force au camp des laïcs. Vous voyez, disent-ils, c'est bien ce qu'on vous avait dit, l'AKP a un agenda caché, l'AKP veut nous imposer la loi religieuse, etc. Donc, est-ce une erreur tactique de la part de l'AKP ou est-ce vraiment parce que les laïcs ou certains laïcs ont raison qu'il y a un agenda caché ? Moi, je pense que je ne crois pas à la théorie de l'agenda caché. Honnêtement, moi, je ne suis pas psychologue, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais j'ai pu rencontrer un certain nombre de dirigeants islamistes. Alors, ils ont très bien pu me mentir, ça c'est clair, éventuellement. Mais je me base sur ce qu'ils ont fait depuis 5 ans. Ils n'ont pas restreint les libertés démocratiques, au contraire, ils les ont élargies. Là, pour le coup, c'est une erreur fondamentale, parce que la conséquence de cela, c'est que le processus de rédaction d'une nouvelle constitution, il est stoppé. Il est stoppé. Et les militaires, dont je disais qu'eux aussi avaient été un peu groggy suite aux résultats des élections de cet été, eh bien, eux aussi reviennent, non pas sur le devant de la scène, mais se réexpriment sur les questions de laïcité ouvertement, alors que pendant 2 mois, ils se faisaient un peu profil bas. Donc là, c'est une erreur de la part de l'AKP, parce que, par ailleurs, l'AKP a besoin d'une nouvelle constitution pour asseoir son pouvoir. Alors maintenant, je passe à un deuxième aspect. Est-ce que le débat sur le voile doit concentrer les questions politiques en Turquie? En d'autres termes, dans l'hypothèse, je fais un scénario, où les femmes, les jeunes filles, peuvent porter le voile dans l'université et dans les administrations publiques, est-ce qu'en tant que tel, ça remet en cause les valeurs de la laïcité? Honnêtement, je ne suis pas favorable au port du voile quand c'est imposé. Si des femmes veulent choisir le port du voile, on en discutera peut-être, mais c'est leur problème à la limite. Quand ce n'est pas imposé, bien sûr. Est-ce que si les femmes, c'est une hypothèse, pouvaient porter le voile dans les universités, vous assisteriez, nous assisterions à la mise à bas des principes républicains et laïques de la Turquie? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a une sorte de fixation, et moi en tant que Français on est bien placé pour en parler, puisqu'il y a eu ce débat pendant des mois et des mois en France.
et qui se pose un peu dans les mêmes termes en Turquie et en France, parce que le système turc s'est largement inspiré du système français. Honnêtement, est-ce qu'avoir 2 jeunes filles dans un cours, ou 3 ou 4 ou 10 d'ailleurs dans un cours, va modifier mon cours en tant qu'enseignant? Est-ce que ça va induire un nouveau climat? Je ne le crois pas. D'autant que, je vais vous citer une petite anecdote, mais peut-être certains êtes-vous au courant, il y a des jeunes filles, moi j'en témoigne, je l'ai vu, puisque une fois par an, je vais pendant une semaine faire des cours à Istanbul. J'ai vu des jeunes filles qui étaient voilées dans la rue, avec leurs copines ou leurs copains, et quand elles rentraient à l'université, elles ne retiraient pas le voile, elles mettaient une perruque sur le voile. Vous vous rendez compte le niveau d'absurdité? Mais ça, oui, ça nous fait sourire, parce que quand j'ai vu... Moi, on m'avait expliqué ça, je ne le croyais pas. J'en témoigne, je l'ai vu de mes propres yeux. Quand on en arrive là, je pense que l'essentiel, c'est de savoir mener le débat. La France a choisi de créer une loi dite laïcité, etc., qui peut être fort critiquable. Mais au moins, il y a eu un débat, de vifs débats. Ce qui est le problème en Turquie aujourd'hui, c'est qu'il y a une difficulté à avoir ce débat. C'est-à-dire que les kémalistes purs et durs ne veulent pas discuter de ça en disant c'est un principe intangible. Les islamistes les plus radicaux, car il y en a, disent c'est non moins un principe intangible que les femmes puissent se voiler. Certains même pensent, sûrement, doivent se voiler. Ça, on ne peut pas l'accepter. Mais entre les deux, il y a peut-être une voie médiane. Et vous le savez tous, c'est vrai en Turquie, mais c'est vrai dans plein de pays du Moyen-Orient ou du Maghreb. On le voit. Il y a des jeunes filles en mini-jupe, bras dessus, bras dessous, avec une jeune fille voilée parce qu'elles sont copines. Est-ce que ça met en péril les valeurs de la laïcité? Je ne le crois pas. Donc tout ça, il faut le mesurer. Il faut être capable de mener le débat. Ça, c'est un signe de maturité démocratique. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir des réponses toutes faites au nom de l'idéologie, parce que là, on est impuissant. Alors, il ne faut pas être naïf, parce qu'incontestablement, je le répète, au sein de l'AKP, il y a des radicaux. Oui, ils sont minoritaires pour l'instant, mais il faut faire attention. Mais, comme disait l'autre, la démocratie ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Donc la démocratie, même dans de vieux pays démocratiques, c'est un combat permanent. Il y a le devoir de vigilance. Très honnêtement, vous l'avez suivi, il y a eu quelques débats en France il y a 10 jours, alors là, c'est plus du tout à propos du voile, sur les tests ADN pour les entrants, les nouveaux immigrés. Très honnêtement, je ne suis pas très fier, moi, de ce texte, en tant que citoyen français. Et je pense que c'est une atteinte grave à certains droits démocratiques, à la conception de la famille qu'on doit se faire. Et pourtant, je ne dis pas que la France est rentrée dans une période de dictature. Hein, il faut savoir mesure garder. Et puis, on pourrait multiplier les exemples. Est-ce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, pardon, à l'époque où il y avait des lois d'exception contre les Irlandais qui ont été dures, est-ce que la Grande-Bretagne était un pays antidémocratique? Non. Bon, alors je ne veux pas trop diluer le débat, et on va revenir vers la Méditerranée, mais le devoir de vigilance démocratique, il doit s'exercer dans tous les pays, et notamment la Turquie. Enfin, entre autres la Turquie plus exactement. Mais je pense que donc cette histoire du voile, elle cristallise en fait des débats que les Turcs n'ont pas su à ce jour mener jusqu'au bout. En même temps, il ne faut pas crier haro en disant si on accepte le voile dans les universités, c'en est fini de la démocratie et de la République. Je ne le crois pas. Pour moi, ce n'est pas le voile. Ça peut être douloureux pour certaines femmes d'être obligées de le porter, ô combien. Donc la seule limite, la ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser, c'est que ça ne soit pas imposé, ni dans la loi, ni dans la pratique. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados e gostaria de fazer uma pergunta ao professor Bouzidi, que é a seguinte: como é que podemos encaixar a questão do Saara Ocidental no processo de democratização de Marrocos? Perdão, é breve, é apenas isto. Obrigada. That's a hot potato. C'est une question très, très épineuse du fait que, premièrement, se touche des éléments de la démocratisation, du processus de la démocratisation,
mais en même temps, ça touche à un certain nombre de problèmes de sécurité. Maintenant, bien sûr, sur le plan historique, cette partie du Sahara avait des liens avec le Maroc. Quand l'affaire a été soulevée devant la Cour internationale de justice, bien sûr, c'était le Maroc qui a posé la question, et en sachant très très bien que la Cour internationale de justice n'a jamais tranché d'une façon claire et nette sur n'importe quel sujet. Et il y a toujours un avis pratiquement de compromis. Et donc, il y avait deux éléments qui ont été présentés à la Cour internationale de justice à l'époque. La thèse algérienne de terra nullus, ça veut dire que finalement le Sahara occidental n'appartenu à personne. Et puis le point de vue du Maroc, ça faisait partie du Maroc. Maintenant, la Cour internationale de justice, dans son avis consultatif, a dit qu'il y avait des liens d'allégeance entre certaines tribus du Sahara et le pouvoir marocain. Mais ceci n'interdit pas le recours à un référendum d'autodétermination pour savoir qu'est-ce que les Sahraouis voulaient. Il y a un certain brouillard médiatique et politique sur cette question. Premièrement, le Maroc avait proposé le référendum sur l'autodétermination, et ceci a été fait en 1971 et en 1972 lors des conférences tripartites entre le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie à Nouadhibou, en Mauritanie. Maintenant, il se peut que l'espionnage marocain à l'époque pensait que s'il y a un référendum, que toute la population du Sahara va opter pour le retour à la patrie. Or, il y avait des changements assez importants qui sont produits entre 1968 pratiquement et 1975 qui ont changé un peu la situation. Dans la mesure où les chefs de tribus étaient favorables au rattachement au Maroc, tandis que leurs enfants étaient pour l'indépendance. Bien sûr, il y avait un certain nombre d'éléments. Par exemple, les chefs historiques du Polisario, qui luttent pour l'indépendance du Sahara, sont nés au Maroc. Abdelaziz, qui est maintenant le président de la République, est né à Marrakech. Son père est encore à Marrakech. Il était jardinier dans l'administration française à Marrakech. Donc il y a un certain brouillard politique et ainsi de suite. Maintenant, la question, il y a deux principes qui sont contradictoires dans le droit international. Premièrement, c'est le principe de l'autodétermination. Deuxièmement, il y a le principe de l'intégrité territoriale. Okay? C'est le principe de l'intégrité territoriale a été évoqué par la France pour ne pas donner une certaine autodétermination à l'île de Corsica, okay? En disant, dans la Constitution française, la République est une et indivisible. Donc il y a ce point. Mais d'un autre côté, il y a bien sûr la question de la démocratisation. Dans le meilleur des mondes, il doit y avoir un référendum d'autodétermination. Simplement, il y a des problèmes techniques qui ont été rencontrés par les Nations Unies en organisant ce référendum. Premièrement, le recensement de la population qui a été fait par l'Espagne en 1974 disait qu'il y avait 74 000 habitants au-delà de l'âge de 18 ans dans la partie qui a été occupée par l'Espagne à ce moment-là. Quand il y avait les discussions avec les Nations Unies sur l'autodétermination, les Algériens ont avancé le chiffre de 750 000. Alors, entre 74 000 et 60 000, il y a une grande différence. Et ceci s'explique par le fait qu'entre 1969 et 1975, il y avait une sécheresse tellement importante de 7 ans à peu près, ce qui a fait qu'énormément de tribus sont passées vers l'Algérie, de la Mauritanie, du Tchad, du Niger, de tout le Sahel d'une façon générale. Et donc dans les camps de Tindouf, il n'y avait pas que les gens du Western Sahara, du Sahara occidental, mais il y avait également un certain nombre de gens du Sahel. D'un autre côté, quelque chose ou bien il n'est pas oublié, il est oublié,
ou bien quelque chose que la presse n'en parle pas, c'est le fait que l'Algérie avait occupé le Sahara occidental vers septembre 1975, avant même l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de novembre 1975. Donc il y avait une occupation algérienne du territoire et que le Maroc a envoyé des armes et du personnel. Et dans le discours du roi Hassan II, quand il a autorisé les 350 000 Marocains d'aller d'une façon pacifique vers le Sahara occidental, la marche verte, il est dit dans son discours, nous n'avons aucun conflit avec l'Espagne. Si vous rencontrez les Espagnols sur votre chemin, embrassez-les. Mais si vous rencontrez quelqu'un d'autre, l'armée marocaine va intervenir. Et il y avait énormément de luttes armées entre l'armée algérienne et l'armée algérienne entre septembre et décembre de 1975. Et donc, dans le retour, les Algériens avaient pris énormément de personnes du Sahara. Maintenant, les Nations Unies ont essayé un certain nombre d'approches. Elles ont toutes échoué, du fait que les deux parties ne pouvaient pas se mettre d'accord sur le nombre de personnes qui allaient participer au référendum. Et bien sûr, il y avait Baker I et puis il y avait Baker II, donc la première ébauche de Baker, qui était secrétaire d'État auparavant aux Affaires étrangères aux États-Unis. Et maintenant, le Conseil de sécurité a enterré la proposition de Baker et ils veulent maintenant qu'il y ait une certaine négociation politique. Pour ces négociations politiques, la partie marocaine a présenté un projet dans lequel les populations auront un grand degré d'autonomie, donc c'est l'autonomie interne, avec un parlement et un gouvernement élus pour le Sahara. Et ça, bien sûr, ça a été rejeté par l'Algérie. Maintenant, il faut voir quels sont les aspects stratégiques dans cette histoire. Premièrement, l'Algérie avait toujours un conflit avec le Maroc. Et ça, depuis très longtemps, surtout depuis 1963. En 1963, il y avait une petite guerre de quelques jours entre le Maroc et l'Algérie. Et il y avait 5 généraux égyptiens qui ont été arrêtés par l'armée marocaine, qui aidaient les Algériens. Parmi ces généraux, il y avait quelqu'un qui s'appelait Hosni Moubarak, qui est maintenant président de la République égyptienne, qui a été arrêté par l'armée marocaine sur les frontières à l'époque. Donc il y avait ce conflit. D'un autre côté, il y a 2 considérations très très importantes pour l'Algérie. Premièrement, d'avoir un accès sur l'Atlantique. Et pour avoir un accès sur l'Atlantique, il fallait créer un État fantoche dans la partie du Sahara occidental qui a une certaine allégeance vis-à-vis de l'Algérie. Deuxièmement, il y avait un moment où il y avait des considérations économiques, c'est que les minéraux dans la région du sud-ouest algérien ne pouvaient pas être rentables si elles sont acheminées vers la Méditerranée, et donc un passage vers l'Atlantique mettrait ça en valeur. Maintenant, ça c'est d'une façon générale. Maintenant, sur le principe lui-même, certainement il doit y avoir un référendum d'autodétermination au Sahara. Ça c'est mon point de vue personnel que j'avais soulevé déjà quand j'étais vice-doyen de la faculté de droit de Rabat en 1979. Et bien sûr, les gens au gouvernement n'aimaient pas ce point de vue. Ça, il y a de ça. D'un autre côté, qui va voter? Maintenant, c'est très difficile. Par exemple, les Algériens refusent à ce que la Croix-Rouge internationale discute avec les réfugiés qui sont dans les camps de Tindouf. On ne sait pas combien il y a. Est-ce qu'il y a 30 000, 36 000, d'après des statistiques qui circulent dans les Nations Unies? Est-ce qu'il y a 700 000, ce qui est impossible? Donc c'est très difficile d'arriver à cette question. Et c'est pour cela qu'en principe, il doit y avoir une sorte de compromiso historico entre le Maroc et l'Algérie dans ce sens. D'ailleurs, Hassan II avait dit « Donnez-moi le drapeau et le timbre et prenez tout. » Okay? Ça veut dire que vous pouvez avoir une autoroute vers l'Atlantique, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, simplement la souveraineté marocaine doit être déclarée par le timbre de poste et par le drapeau. La situation est un peu dépassée pour le moment et donc en quelque sorte le problème a duré pendant très longtemps, ça va durer encore beaucoup plus longtemps
et ce n'est pas vraiment une solution de démocratisation qui va résoudre le problème, parce que ça dépasse la population du Sahara. C'est un conflit stratégique entre deux puissances entre guillemets, bien sûr. Thank you very much for the two excellent presentations. I thought this was a very interesting juxtaposition of two countries which are on the opposite ends of the Mediterranean, which both had parliamentary elections this year, but parliamentary elections that had very different characteristics, a very high degree of mobilization in Turkey around the question of, to a large degree, the role of religion in the state, and a very low degree of mobilization in Morocco. So given that both countries are seen as somewhat promising for democratization in general, I think these are two very different but interesting outcomes. My question to you, Dr. Billion, would be, do you think it's a promising situation that you have the part of the AKP and maybe another side of society which defends what they consider secular values? Could this lead to a somewhat stable, maybe not two-party system, but democracy that will work its way through these two values, will find its compromises, but in a way that could be stabilizing, because there's kind of a clear ideological dispute, which can be a stabilizing issue. Many European democracies have developed around the question of the role of the church and the liberal state in the 19th century. Are we seeing something like that in Turkey? Second question related to Turkey. I understand the AKP has introduced or intends to introduce a direct election of president. Is there a danger that the constitutional system becomes too politicized and too much majority-based? If you can vote for a president directly, of course, he could come from the same party, while the system until now had maybe the charm that the president had to be a little bit more of a cross-party figure. Is there a danger that polarization is overdone in Turkey? And third issue, also related to Turkey, you thought that the Christian, that you could not compare very well the AKP to Christian democratic parties. And I see your point that they are more comparable maybe to American Republicans in terms of cultural, social values. But the US is the country with the strictest separation between the state and the church. And in that sense, maybe the AKP is more comparable to Christian democratic parties, because they are maybe more interested in continental European models, not the French one, but maybe more the German one, or the Danish one, or the Austrian one, or the Swiss one, where churches actually play quite a role, where there isn't a strict separation. In that sense, isn't AKP looking more into these kind of possibilities? I think generally nobody says that strict secularism a la Turkey is a necessary condition for democracy. We have many states which have a much stronger linkages between religion and states, and yet they're democracies. So I would imagine AKP looks more into that direction. And to Dr. Bouzy, my question would be, we have this demobilization in Morocco. It seems that the population is not very confident, as you said, in the political parties. If we make the mathematics of these elections, basically the biggest parties received around 3% of the vote of potential voters, and these are the biggest parties. You say that there's a trust that the king will continue the project of modernization, but is it not a danger that the whole oxygen is leaving the political system and is going in different direction? And can we still say that the king really presents a big project of modernization in terms of deep reform? I think since the family law, there isn't that much that you could quote. So I wonder, aren't there many risks to this kind of demobilization in Morocco? Thank you. La première question s'adresse à Monsieur Billion. Ça concerne justement la question de démocratie, la question du port du voile. J'aimerais savoir, j'abonde dans votre sens, hein, j'aimerais savoir si on ne pourrait pas parler d'évolution de démocratie en essayant
parce qu'il y a une fixation sur cette histoire de voile, d'islam, de voile. Parce que quand on parle d'islam, c'est la première chose à laquelle on pense, c'est uniquement le voile. Or, il faudrait beaucoup plus s'intéresser à l'islam que propose la religion. Il y a beaucoup de liberté dans l'islam. Hein. Donc, il faudrait d'abord connaître la religion et essayer de travailler, faire en sorte pour avancer dans ce sens-là et non pas focaliser sur cette histoire de voile parce que c'est ce qui bloque en fait. C'est ce qui bloque tout le processus. On ne peut pas avancer, on ne peut pas être considéré comme pays démocratique dans la mesure où on n'interdit pas le voile. Or que le voile, c'est une chose. Il y a d'autres pays qui ont, vous l'avez cité, l'exemple de la perruque. Je ne cite pas d'autres pays qui l'utilisent. Donc, ce qui fait qu'il y a d'autres façons de détourner la difficulté. Donc, il me semble, à mon avis, qu'on pourrait trouver un terrain d'entente pour essayer d'avancer vers la démocratie, vers plus d'ouverture, plus de liberté, plus d'ouverture pour les médias, etc. Et mettre de côté cette question-là qui, bien sûr, ça touche tous les musulmans. Hein. Quand on parle du voile, c'est tout le monde qui réagit. Pourquoi est-ce qu'on touche à la religion? En fait, la religion, c'est très vaste. Ma deuxième question, on s'adresse à M. Bouzidi. J'aimerais savoir si c'est votre point de vue en ce qui concerne le Sahara occidental, si c'est votre propre opinion, parce que je suis un peu étonnée. L'Algérie n'a jamais eu de prétention territoriale, j'aimerais le répéter, n'a jamais eu de prétention territoriale. C'est vrai que nous avons eu il y a ce problème de Sahara occidental qui bloque le processus de l'UMA, l'avancée. Donc on n'avance pas du point de vue régional, mais il me semble que c'est une question de décolonisation. Il y a des ONG qui sont sur place, qui vont sur Tindouf, etc. Donc il peut y avoir des chiffres à vérifier et à prouver. Chacun avance de son côté un chiffre, mais on peut toujours laisser les organisations non gouvernementales travailler et avancer et donner les chiffres exacts. Il n'y a qu'à aller voir sur place à Tindouf les conditions de vie des Sahraouis. Et je pense que la question devait être résolue, ça fait longtemps, donc on en avait parlé, mais chaque fois il y a des difficultés qui apparaissent et qui retardent, etc. Donc si on travaillait dans les deux, c'est-à-dire ne pas dire que c'est un conflit entre l'Algérie et le Maroc, nous n'avons rien à voir, au contraire. Nous avons offert un abri, certes, mais c'est une question entre le Maroc et le Sahara occidental. Donc nous, on est là en tant qu'observateurs, d'ailleurs. J'aimerais avoir votre commentaire sur cela. Beaucoup de questions, je vais essayer d'être bref. Tout d'abord, sur la question de la démocratie chrétienne et le parti républicain aux États-Unis. Oui, je suis d'accord, il y a certains partis démocrates chrétiens qui, au cours de l'histoire, s'étant intégrés au jeu politique de certains pays d'Europe occidentale, sont devenus des forces totalement démocratiques, combattant pour l'approfondissement de la démocratie. Ceci étant, tout d'abord, je ne pense pas qu'aux États-Unis, il y ait une véritable séparation entre les églises, au pluriel, et l'État. Mais pour la raison que j'évoquais très rapidement dans mon petit exposé tout à l'heure, c'est que sur les billets, le dollar, il y a « In God We Trust », c'est qu'on l'a bien vu, il y a souvent quand même le président Bush et ses prédécesseurs prêtent serment sur la Bible, etc. Donc, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus. Moi, je suis laïque à la française, mais je ne prétends pas que le système français est le meilleur du monde. Ce serait bien prétentieux et bien contre-productif. Mais je crois qu'on a le même type de rapport dans certains pays qui sont dirigés par les démocrates chrétiens en Europe occidentale, pas tous, parce que comme vous dites, entre l'Allemagne et le Danemark aussi, c'est pas exactement la même chose, c'est le produit de l'histoire. Et alors il faudrait rentrer dans les détails. Aux États-Unis, je ne dis pas que le parti républicain est contre la démocratie, bien évidemment, mais c'est un rapport de la religion à la politique et qui n'est pas sur une question théologique ou dogmatique, c'est surtout une question de mise en avant dans la pratique quotidienne d'un certain nombre de valeurs morales qui sont ce qu'elles sont. On peut en discuter, elles sont bonnes ou mauvaises, c'est peut-être pas le sujet, mais c'est toujours ce rapport de la vie publique, de la vie politique avec la sphère religieuse. Alors, de ce point de vue-là, d'ailleurs, et pour en revenir à la Turquie,
je pense qu'un des grands défis, parce qu'il y en a beaucoup, de la société turque, c'est d'arriver à dénouer ce rapport de la sphère religieuse à la sphère politique. Parce que si depuis 1937, la laïcité est inscrite dans les différentes constitutions, la pratique réelle de cette laïcité, elle est, par exemple, très différente de la pratique française. Mais encore une fois, elle est ce qu'elle est. Mais il y a quand même quelque chose de je vais donner 2 exemples qui sont assez troublants. La première, c'est que depuis l'époque de Mustafa Kemal, et sans interruption depuis lors, il y a ce qu'on appelle la direction des affaires religieuses, la Diyanet en turc, qui dépend du Premier ministre. Et cette Diyanet, cette direction des affaires religieuses, elle a pour fonction de recruter, de diriger et de payer les imams. Drôle de conception de la laïcité, vous en conviendrez. C'est-à-dire que les imams en Turquie sont en quelque sorte des fonctionnaires d'État. Étonnant pour un pays laïque. Bon, je peux vous dire aussi que, peut-être pas toutes les semaines, mais quand il y a des périodes de tension politique, il y a des fax, enfin maintenant des mails, qui partent de la direction des affaires religieuses à Ankara vers toutes les mosquées le vendredi matin, le jour de la grande prière, et les imams ont une trame de leur discours, qui est donc un discours très politique. Tout ça est très problématique. Donc là, il faudrait que la Turquie, moi je n'ai pas de leçon à donner, mais puisse résoudre cette question, d'autant que, et c'est le deuxième aspect que je voulais aborder, la religion, pour le coup musulmane, mais on a connu ça dans d'autres sphères ou aires culturelles ou religieuses, notamment après le coup d'État de 1980, où la répression avait été très dure, notamment contre la gauche. Il faut le dire très clairement, même si ce n'était pas uniquement contre la gauche. Eh bien, ce sont les militaires qui se présentent comme des défenseurs orthodoxes de la laïcité kémaliste, qui ont rendu obligatoire les cours de religion au niveau des écoles secondaires, les lycées, les collèges et les lycées. Étonnant, non? Parce que, au nom de ce qu'ils ont appelé à l'époque la synthèse turco-islamique, il fallait se servir des valeurs de l'islam pour combattre ce qu'ils appelaient les communistes et les marxistes. Ah, donc là encore, la religion est un enjeu politique. Donc, il n'y a pas une séparation stricte entre la sphère religieuse et la sphère publique et politique. Donc là, je crois que c'est un vrai défi, et je pense que, vu ce qu'est la Turquie, vu son histoire républicaine, vu le contexte régional dans lequel elle se trouve, elle irait dans le bon sens, de mon point de vue, et croyez bien que je ne fais pas là acte de nationalisme français, mais à séparer à terme, clairement et simplement, au moins clairement, parce que ça ne sera pas simple, la sphère religieuse de la sphère politique comme en France. Parce que la religion en Turquie a une charge émotionnelle qui est instrumentalisée par des forces politiques diverses ou par des institutions diverses. Et ça, c'est malsain. C'est malsain pour la Turquie. Et c'est des points de crispation, comme sur le voile dont on a parlé tout à l'heure, qui sont inutiles. Alors, pour rebondir justement aussi, moi je suis tout à fait d'accord, il y a une sorte de crispation en Turquie, mais en France aussi, ou dans beaucoup d'autres endroits, sur le voile. Alors le voile est un aspect, il ne faut pas le dire, oh ben, c'est pas important, je crois que c'est secondaire, mais il faut le prendre en compte. Et quand vous dites qu'il faut connaître l'islam, oui, bien sûr, c'est la première chose en termes de méthode qu'il faudrait faire. Et je dirais même plus, dans le cas de la Turquie, il faut connaître les islams. Parce qu'en Turquie, il n'y a pas un islam. Alors il y a l'islam, je dirais presque officiel, même si c'est dans un État laïque, puisqu'il y a cette fameuse direction des affaires religieuses. Mais vous avez aussi en Turquie, et pardonnez du peu, ça concerne à peu près 20% de la population qu'on appelle les Alévis. Mais ces Alévis, alors les Alévis, c'est quoi? On ne va pas rentrer dans le débat théologique, bien que ce soit tout à fait passionnant, mais disons que c'est une branche du chiisme, pour aller très vite. Donc, les Alévis ne se reconnaissent pas dans l'islam sunnite majoritaire. Et imaginez que vous soyez, vous, les parents de petits Alévis, de garçons et de filles qui vont à l'école primaire ou au lycée
publics turcs, ils auraient des cours de religion qui ne correspondent pas à vos croyances propres. Donc problème. Alors bien sûr, si je suis papa Alevi d'un garçon ou d'une fille, j'ai le droit de faire une demande à la direction du collège ou du lycée en disant je demande que mon fils ou ma fille n'assiste pas aux cours de religion. Mais c'est très compliqué de faire ça parce qu'il y a une sorte de pression sociale et le gosse qui ne va pas au cours, eh ben, il est un peu ostracisé automatiquement. Donc problème là aussi. Et puis vous avez en Turquie, pour complexifier les choses, toutes ce qu'on appelle les tarikats, c'est-à-dire les confréries religieuses qui sont des confréries soufis. Il y a une tradition très riche du soufisme en Turquie qui vient de l'Asie centrale, en passant par le Caucase depuis des siècles, et eux non plus ne se reconnaissent pas, bien que sunnites, ne se reconnaissent pas dans l'islam officiel en Turquie. Donc, non seulement il faut connaître l'islam, mais je dirais les islams. Et ce qui est important, c'est pas tant d'ailleurs le dogme ou la théologie, même si pour ceux qui s'y intéressent, c'est tout à fait passionnant, mais moi c'est ce que je dis toujours, ce qui m'intéresse, ce sont les pratiques. Parce qu'on peut être musulman et bon musulman, mais on ne pratique pas de la même façon quand on est en Turquie, quand on est à Paris, parce qu'on peut être musulman à Paris ou à Lisbonne, on ne pratique pas sa religion de la même façon au Yémen, ou en Égypte, ou en Arabie Saoudite, ou en Afghanistan. Donc c'est pareil pour les chrétiens d'ailleurs. Donc il faut arrêter avec cette mise en exergue de l'islam avec un grand I majuscule. Ça ne veut rien dire, ou tout du moins pas grand-chose. Ça veut dire quand même un peu quelque chose. Il y a la référence au même texte sacré, le Coran, mais on le sait bien, sur le Coran, il y a quand même pour le moins des querelles d'interprétation. Et c'est tout normal, comme il y a des querelles d'interprétation chez les chrétiens entre les orthodoxes, les protestants, les catholiques. Et encore parmi les catholiques, là aussi, il y a des nuances qu'il faut connaître, alors qui sont passionnantes. Mais tous ceux qui sont obsédés par ces aspects se refusent de voir la réalité de la pratique religieuse. Et je crois que pour ce qui nous concerne ici, en tout cas, cet après-midi, c'est le plus important. Et bien sûr, par ailleurs, mais ça c'est plutôt aux Européens qu'il faut dire cela, ou aux Occidentaux, entre guillemets, je n'aime pas trop le terme, c'est s'ouvrir à l'autre. S'ouvrir à l'autre, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on se met d'accord par définition, ça veut dire qu'on sait écouter et on discute. Et qu'on arrête de fantasmer. Il n'y a rien de plus terrible, notamment dans certains pays. En France, pour prendre ce cas, vous me pardonnerez de parler un peu trop souvent de la France, mais vous m'excuserez, mais il y a une sorte de climat d'islamophobie qui nous empêche de prendre ces questions à bras-le-corps et de les résoudre. Parce que ça relève de peurs fantasmatiques, mais qui sont attisées par certaines forces politiques en France, comme ça peut être le cas dans d'autres pays. Donc, je ne crois pas au total, vous l'avez compris, que la pratique religieuse, qu'elle soit chrétienne ou musulmane, et on pourrait aller vers d'autres religions, soit par définition antinomique à la pratique démocratique. C'est deux registres différents, et dans certains cas, on peut utiliser l'islam comme d'un levier pour plus de démocratie, et dans d'autres cas, ou dans certains pays, on utilise l'islam pour rétrécir les libertés publiques, et notamment sur la question des femmes d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas non plus se cacher que dans certains pays, le voile, c'est une restriction insupportable à la liberté des femmes, bien évidemment. Donc, c'est à la fois du symbole, mais pas seulement. Enfin, dernière chose, deux dernières choses. Est-ce que, oui, c'est une question essentielle, est-ce que l'AKP, finalement, pourrait concourir à la stabilisation de la vie politique en Turquie? C'est ça, hein, la question. Eh bien, je crois que oui. Je crois que oui. Alors, conjoncturellement, sur le court et moyen terme, je ne me projette pas pour dans 20 ans, mais la Turquie a connu, presque 15 ans d'instabilité politique, entre 1985-86 et 2000-2001. Instabilité politique qui se traduisait par des élections législatives anticipées à répétition, c'est-à-dire que les parlementaires n'allaient pas au bout de leur mandat, qui se traduisait par l'existence de gouvernements assez courts, qui se traduisait par des alliances assez bizarres. Il y a eu en Turquie un gouvernement, celui qui a précédé la victoire de l'AKP, où il y avait un Premier ministre qui se réclamait de la gauche, un parti libéral de centre-droit et un parti d'extrême droite dans le même gouvernement. Vous imaginez bien que dans cette situation, aucune mesure n'était réellement
prise et aucune réforme ne pouvait être mise en œuvre. Ben, il s'avère qu'avec l'AKP, et encore une fois, ce n'est pas franchement mes amis politiques, mais je constate qu'avec ce gouvernement monopartite, le mouvement des réformes depuis 2002 a pu s'accélérer. Alors, c'est quand même une donnée. Et je crois que l'AKP, si elle est capable d'aller jusqu'au bout, ça reprend le débat de tout à l'heure sur la Constitution, sera un facteur de stabilisation du système et de maturation du système politique qui pourra enfin assumer la démocratie jusqu'au bout, sans qu'il n'y ait plus d'intervention militaire sur le champ politique intérieur, que l'armée turque défende les frontières et éventuellement aille bombarder des bases de camps terroristes, c'est une autre histoire. Bon, et puis ça pose le problème de ce qu'est le PKK, est-ce terroriste ou pas? Moi, je le pense, mais bon, c'est un autre débat. Donc que l'armée turque ait tout son rôle, c'est logique, c'est la moindre des choses, surtout dans une région quand même un peu troublée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais l'armée ne peut plus systématiquement intervenir sur le champ politique intérieur, sauf si, bien sûr, toutes les institutions étaient en péril. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et en plus, il faut bien comprendre que c'est incompatible avec la qualité d'État membre de la Turquie dans l'Union européenne. Dans tous les États de l'Union européenne, il y a une stricte séparation, non pas entre la religion et la sphère publique, mais entre la sphère militaire et la sphère civile. La sphère militaire doit être aux ordres de la sphère politique. Eh bien, la Turquie ne pourra pas faire exception à cela. Alors, de ce point de vue-là, en tout cas, et pour ma part, je suis souvent critique vis-à-vis de l'Union européenne quand cela concerne la Turquie, mais de ce point de vue-là, l'Union européenne a raison. Il faut que l'armée turque ait tout son rôle, mais que son rôle militaire. Donc l'AKP, si elle va jusqu'au bout, concourra, elle et d'autres formations politiques, au fait que la société civile puisse enfin déployer toute son énergie, tout son dynamisme, et elle en recèle du dynamisme pour enfin passer à une nouvelle étape du processus démocratique. Enfin, dernier point, mais il sera très très bref, ah oui, c'est la passion, c'est la question de l'élection du président de la République au suffrage universel. Ça y est, c'est fait. Le référendum a eu lieu le week-end dernier, mais personne n'en a parlé parce qu'on parlait plutôt des risques d'intervention militaire. C'est fait. À une très forte majorité, c'est maintenant chose faite. Alors ça ne prendra effet que dans 6 ans pour le prochain président de la République. Est-ce que ça changera le centre de gravité du pouvoir? Probablement pas, parce que là aussi, il y a un petit paradoxe, et j'arrête là, c'est que l'AKP s'est battu pour l'élection de M. Abdullah Gül de ces derniers mois, et victorieusement, mais il est question de réduire encore plus le rôle du président de la République dans l'hypothétique prochaine constitution. J'oserais dire tout ça pour cela, mais en tout cas, maintenant, il est inscrit que le futur président de la République turque sera élu au suffrage universel, et je ne pense pas que ça va modifier le centre de gravité du pouvoir politique en Turquie. Excusez-moi si j'ai été long. With regard to the current situation in Morocco, I would say, first of all, one has to measure what are the political expectations of the people. And in a situation when you have more than 1,000 years of central government repression, the political expectations of people are generally very low. What they want is some justice, some peace, and the possibility of gaining some kind of a decent life. So in a sense, that's what quite a number of people explain the fact that people may be depoliticized. They are not really interested at this point in that kind of situation. Let's not forget that people were put in jail just because it was rumored that they don't agree with the king or with the government and so forth. So in a sense, the political expectations are very, very low. And if they have a king who is not going to be involved in any repression, that's the best that can happen to people from their own perspective. So my feeling is that next 5 years, at least in the life of this parliament, it could be that it will be consolidation of what happened so far. Now, it is possible that this government is not going to last the 5 years because of the internal problems of the government. For example, the USFP, which is the Socialist Party, declared a couple of days ago they are part of the government, but they will be supporting critically the government. So in a sense,
one foot is in the government and one foot in the opposition, and that's not really something which is rational, but that's what's happening. So I imagine that's really the case. The second is that there was some kind of a total agreement by all political parties, except for small parties which have 1 or 2 or 3 seats in the parliament, that the political agenda of the country is decided by the king, and the role of the government is to implement that agenda. So in sense, people are moving into that direction. So I would say that's why in my presentation I said it is a terminus rather than platform for future action. So I imagine that the situation will continue as it is. En ce qui concerne la question du Sahara occidental, je respecte votre point de vue. Il y a plein de points de vue et donc l'essentiel c'est de les exposer de part et d'autre. Simplement, je voudrais rappeler 4 positions du gouvernement algérien en ce qui concerne ces questions. Premièrement, c'est en 1961-1962, quand il y avait des négociations entre De Gaulle et le Front de libération nationale de l'Algérie pour l'indépendance de l'Algérie, et De Gaulle avait proposé 2 référendums. Un dans la partie nord de l'Algérie et un référendum dans le Sahara. Un Sahara qui n'a jamais fait partie du territoire algérien. Le Sahara algérien n'a jamais fait partie du territoire algérien. Tous les gouvernements algériens, depuis toujours, d'ailleurs il n'y avait pas de gouvernement algérien. Il y avait ou bien un gouvernement marocain ou un gouvernement tunisien. L'Algérie n'avait jamais dans son histoire un gouvernement, sauf au temps de Jouba, au temps des Romains. Ça, il faut le reconnaître. Ce Sahara algérien appartenait à la Libye, en partie à la Tunisie et en partie au Maroc. Les cartes de l'ambassade de la colonisation française ou bien des Encyclopædia Britannica de 1901 montraient qu'une grande partie du Sahara algérien faisait partie du territoire chérifien. Donc ça d'un côté. Et donc le FLN a refusé 2 référendums d'autodétermination, l'un au nord des montagnes, l'un au sud des montagnes, en disant que c'est la France qui a créé cette grande Algérie, et donc, en principe, il ne doit y avoir qu'un seul référendum. Le président du gouvernement provisoire du FLN, Farhat Abbas, tout de suite avant l'indépendance, avait écrit un livre en 1920 sur l'Algérie, et il a dit « J'ai demandé aux morts et aux vivants, j'ai demandé aux monuments et aux cimetières, est-ce qu'il y avait une nation algérienne ?» Et la réponse était négative. Nous sommes une création de l'esprit français. Ça, c'est la personne qui allait devenir président de la République. Ça, c'est la première position. Deuxième position, c'est en 1971, quand il y avait des négociations entre le Maroc et la Mauritanie et l'Algérie concernant le futur du Sahara occidental. Le président Boumedienne a dit textuellement, c'est écrit dans la presse de 1971, l'Algérie va soutenir toutes les décisions qui seront prises par le Maroc et par la Mauritanie en ce qui concerne ce territoire. Donc, en principe, ce que vous faites, nous sommes d'accord. Quand ils ont fait quelque chose en 1975, ils n'étaient pas d'accord. En 1974 et en 1975, avant même que le Polisario soit une force importante, l'Algérie a défendu l'idée de terra nullus. Ça veut dire que c'est une terre sans patron. En 2005, le Bouteflika a passé une lettre confidentielle à travers Kofi Annan au gouvernement marocain proposant le partage du Sahara occidental entre le Maroc et l'Algérie, chose que le Maroc a refusée. Donc, est-ce que l'Algérie est intéressée? Bon, je vous laisse de conclure. Merci. Eu ia agora encerrar a conferência e, dado adiantado a hora, vou ser muito breve. Tivemos aqui intervenções com perspectivas diferentes e úteis para, pelo menos para as pessoas que trabalham esta área e que se interessam por esta área. Queria agradecer a todos os oradores da manhã que ainda estão e desta tarde, muito obrigada, e agradecer também a todas as pessoas que ajudaram a organizar este seminário, nomeadamente a doutora Nélia Ribeiro e a doutora Ana Margarida,
e os serviços todos do Instituto da Defesa Nacional, como é óbvio, e agradecer também às intérpretes, que já deviam ter acabado há meia hora e, portanto, assim encerro este seminário. Obrigada pela vossa presença.